Madame, Monsieur, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci à vous d'avoir choisi notre chaîne. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Voici en bref les titres que nous allons développer aujourd'hui. Football avec les quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est fini pour le Paris Saint-Germain qui s'incline dans l'enceinte diabolique de Stamford Bridge. Le vrai roi des quarts, c'est José Mourinho. Ça passe sur le fil pour le Real et Dortmund sort de la compétition dignement. Ça joue également ce soir, le rouleau compresseur. Le Bayern de Munich reçoit Manchester United. On attend une réaction d'orgueil de Manchester. L'autre rencontre opposera le Barça à l'Atlético Madrid. Un classique désormais en Espagne. Football toujours gros plan sur le Barça, un club avec des supporters fidèles, une gestion particulière, un esprit unique. Malheureusement, le club catalan est aussi au cœur de scandales financiers. Vous le verrez dans cette émission. Enfin, je vous propose de partir en voyage. Avec moi, nous découvrirons des endroits merveilleux et des sports dont on ne parle que trop peu. Mais je vous propose d'ouvrir cette édition par du football. Quart de finale, retour de la Ligue des Champions et scénario catastrophe. Pour le Paris Saint-Germain, élimination du club de la capitale, défaite contre Chelsea. 2-0 à Stamford Bridge, coup de massue pour tout le monde. Regardez la presse, l'équipe titre, quelle leçon. Toutes les explications du monde concernant cette défaite sont évoquées. Laurent Blanc à la tête des mauvais jours. Le but de Dembada à la 87e minute de jeu éteint les immenses espoirs du Paris Saint-Germain de rejoindre pour la seconde fois de son histoire les demi-finales de cette compétition. Alors avant le tirage au sort, Laurent Blanc l'avait pourtant dit, malgré son budget et ses stars, le Paris Saint-Germain ne possède aucune histoire européenne. L'absence d'Ibrahimovic a sans doute également été préjudiciable. Autre élément qui aurait dû être quand même inciter le Paris Saint-Germain à la prudence, José Mourinho, le technicien portugais, n'a jamais été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors, pour le club de la capitale, la marche est encore trop haute. Comme l'an dernier, les joueurs regarderont donc les demi-finales devant la télévision, tandis que les Blues, eux, y participeront en vieux habitués. Je vous rappelle que sur les 9 derniers quarts de finale qu'ils ont disputés, les Londoniens se sont qualifiés à 8 reprises. Une soirée donc cruelle, mais significative des limites du club français. Je propose tout de suite d'écouter les deux entraîneurs. It's a good victory, but so many semi-finals for me. C'est une bonne victoire, mais j'ai vu tant de demi-finales et Chelsea aussi. Rien d'extraordinaire. C'est bien parce qu'on avait perdu 3-1 et inverser ce résultat, c'est difficile. Mais ça va. Les joueurs ne sont pas en train de sauter de joie dans les vestiaires non plus. Moi, je mettrais plus peut-être ça sur l'expérience que Chelsea a de ce niveau-là par rapport à nous. Et je pense que l'habitude de jouer ces matchs-là, ils l'ont certainement beaucoup plus que nous. Et c'est ce peut-être qui fait la petite différence entre Chelsea et Paris. Je mettrais plus ça en avant que la soi-disant faiblesse du championnat de France. Alors évidemment, vous vous en doutez, tout le monde est déçu. Ici à Tel Aviv, il y a de nombreux francophones qui ont suivi ce match. Il y a même une association des supporters du Paris Saint-Germain. Ils se sont retrouvés dans un bar à Yafo pour suivre la rencontre, maillot, écharpe. Ils ont toute la panoplie du parfait supporter et ils ont vécu ce match comme s'ils étaient dans l'enceinte du stade. Regardez le reportage de Jonathan Selem. Soirée de gala dans un café à Narguilé du sud de Tel Aviv mardi soir pour une cinquantaine de supporters du Paris Saint-Germain. Les Franciliens affrontaient Chelsea après une victoire 3-1 la semaine passée au Parc des Princes. Pour Shlomo Itrak, un franco-israélien qui vit à Tel Aviv depuis 18 mois, c'est l'occasion de réunir le groupe de supporters de PSG qu'il a créé, les Titi Lavivi. En fait, voilà, en partant de Paris, en étant très heureux d'arriver à Tel Aviv, on s'est dit bon, il fallait ramener quelque chose. Et quoi de plus beau que de ramener la passion qu'on a pour le Paris Saint-Germain. Mais hier soir, si une demi-douzaine des Titi Lavivi étaient à Londres pour supporter le PSG directement au stade, à Tel Aviv, il n'y avait pas que des Parisiens qui étaient là. Des supporters de l'Olympique Lyonnais, club qui rencontrera Paris dans quelques jours en championnat, et de l'OM étaient également présents, supportant, une fois n'est pas coutume, le club parisien.
Je suis parti du Paris Saint-Germain depuis aujourd'hui, mais je suis lyonnais depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, on est tous ensemble, tous les Français ensemble, on supporte le Paris Saint-Germain. Au menu de la soirée, un match que les Parisiens espèrent historique, ouvrant une possible voie pour la demi-finale de la Ligue des Champions. On va gagner ou 2-1 ou peut-être maximum 2-2. Et je pense qu'en marquant les premiers, on va passer une soirée tranquille. Moi, ma pronostic, c'est un petit 2-1 pour Paris. Ah, le pronostic, j'aime pas les pronostics. Nul n'est prophète dans son pays. Dès le coup d'envoi, les supporters mettent le feu à ce café, prenant place devant le grand écran, d'habitude réservé en priorité au match du Real Madrid et du Barça. À la mi-temps, Paris perd 1-0, rien n'est terminé et tout le monde y croit encore en sachant la difficulté que le Paris Saint-Germain aura pour tenir le score. L'occasion de parler des choses qui pourraient fâcher. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, n'est pas un problème pour ses supporters. Ça peut paraître bizarre pour des Franco-Israéliens d'être des supporters du Paris Saint-Germain, aujourd'hui dirigés par des Qataris. Maintenant, faisons un petit peu d'histoire. Le club du Paris Saint-Germain, qui existe depuis 1970, a été créé par des Juifs. Pour sortir de toute polémique, on fait pas du tout de politique. Il faut savoir que le Qatar a commandé le changement du logo du Paris Saint-Germain. Dans le logo du Paris Saint-Germain, avant, sous la tour Eiffel, il y avait la fleur de lys et le berceau. Le berceau, c'était le symbole de Saint-Germain. D'accord ? Et le lys, c'est le symbole de la royauté française, mais il ne faut pas oublier, quand on est israélien, la fleur de lys, c'est le symbole, c'est la fleur qui est le symbole de l'État d'Israël. Le match reprend, mais incapable d'imprimer leur jeu et avec un Zlatan Ibrahimovic absent, Paris encaisse un deuxième but. Paris est éliminé de la Ligue des Champions. Malgré cela, les supporters gardent la tête haute et se consolent en pensant au titre de champion de France, quittant désormais les bras au Paris Saint-Germain. Merci Paris, merci Paris. Et dans l'autre rencontre de la soirée, le Real Madrid s'est fait peur, très peur. Les Madrilènes se sont inclinés 2-0 en Allemagne, mais se qualifient quand même pour les demi-finales grâce à leur victoire 3-0 au match aller. Mais ce n'est pas tant le résultat qu'il faut retenir. Le Real a été complètement dominé. Malgré un pénalty raté de Di Maria, c'est bien Dortmund qui a fait le jeu. Des occasions de but à l'appel, des contres supersoniques. On a retrouvé le temps d'un match, le Borussia de l'année dernière. Il aura finalement manqué ce dernier petit but pour amener Madrid en prolongation. Mais l'honneur est sauf, les Noirs et Jaunes sortent de la Ligue des Champions dignement. Je propose d'écouter tout de suite les réactions d'après-match. Notamment au niveau de la défense, nous avons incroyablement bien joué. C'était impressionnant. Je ne pense pas que les joueurs du Real Madrid ont été dominés ainsi, comme ça a été le cas lors des 45 premières minutes. Nous sommes contents d'avoir atteint la demi-finale. C'était notre but principal cette saison. Mais je n'aime pas la façon dont nous l'avons accompli. Notamment dans la première partie, nous n'avons pas maîtrisé le jeu. Et nous avons perdu une superbe occasion pour ouvrir le score, le penalty de Di Maria. Tout aurait pu se passer autrement. Donc Dortmund a marqué 2 buts et donc ils se sont rapprochés. Et il reste encore 2 places pour les demi-finales. Le Bayern de Munich reçoit à l'Allianz Arena Manchester United. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul, un partout. Manchester avait ouvert le score puis joué la défense, mais le Bayern est skillé, un véritable rouleau compresseur. Peu d'équipes peuvent lui résister. Les joueurs de Pep Guardiola avaient fini par égaliser, sans parvenir néanmoins à prendre l'avantage. Tout reste à faire donc pour le match retour. Mais cette fois-ci, les Bavarois seront devant leur public qu'ils ont rarement déçu cette année. Petite lueur d'espoir quand même pour les Mancuniens. Depuis son sacre de champion d'Allemagne le 25 mars dernier, le Bayern de Munich n'a pas remporté le moindre match. 2 matchs nuls contre Hoffenheim et Manchester et une défaite face à Augsbourg. On espère pour eux que cette spirale va s'arrêter. En tout cas, Pep Guardiola a su motiver ses troupes et a beaucoup travaillé pour ce match. On l'écoute. I have to try as much as possible
Nous allons devoir essayer d'être aussi dominateurs dans le match comme nous l'avons été à Manchester. Nous n'avons concédé qu'une seule action et je voudrais que cela soit comme ça encore. C'est mon rêve de dominer le match et de ne concéder qu'une seule action, à Welbeck ou à un autre. Nous avons beaucoup travaillé à ce sujet et c'est comme ça que nous allons mieux attaquer et nous procurer plus d'occasions qu'au match aller. Et on termine cette page Ligue des Champions avec le choc espagnol. Le premier contre le second de la Liga. Le Barça se déplace au Vicente Calderón pour jouer contre l'Atlético Madrid. Une rencontre qui devient un classique en Espagne. C'est déjà la 5e fois que ces deux équipes se rencontrent cette saison. Pour le moment, il n'y a jamais eu de vainqueur puisque les 4 dernières rencontres se sont soldées par un match nul. En quart de finale aller, Barça et Atlético se sont séparés sur le score de 1-1. La pression est sur les épaules du Barça qui doit forcément marquer pour éviter l'élimination. À ce sujet, les deux entraîneurs ont chacun leur petite idée pour gagner la rencontre. Je vous propose de les écouter tout de suite. Ce qu'il ne s'est jamais encore passé lors de ces 4 rencontres, c'est que le Barça ouvre le score alors que c'est quelque chose de très important, surtout dans ce genre de situation où il est d'autant plus important de marquer en premier. Nous abordons ce match avec notre humilité, notre sens de l'effort, notre cœur, notre travail, notre contre-attaque. C'est un combat de style pour déterminer qui est le plus fort. C'est une équipe de légende, le Barça. C'est le club de football le plus titré d'Europe. Un club particulier avec une histoire et des traditions. L'équipe catalane veut se démarquer des machines à profit du football. Un fonctionnement égalitaire, des actions humanitaires. Et pourtant, vous allez le voir, le FC Barcelone est un club comme les autres. Il a besoin d'argent et parfois recourt à des moyens douteux. L'enquête de Lise Barenbaum. Le FC Barcelone n'en finit plus de faire parler de lui en dehors des stades de football. Les Catalans ont défrayé la chronique tout au long de la saison 2013-2014. Scandale financier, transferts illégaux, un comportement inhabituel pour les Blaugranas. Pourtant, le Barça a la réputation d'un club honnête. Créé en 1899, c'est une véritable institution du football espagnol. Avec un palmarès de 22 championnats de Liga, 26 Copa del Rey et 4 Ligues des Champions, c'est le club européen le plus titré du XXIe siècle. L'équipe catalane cultive une image de tolérance. En 2013, les joueurs ont effectué une tournée de 2 jours en Israël afin de promouvoir la paix au Moyen-Orient. Mais le Barça, c'est aussi le porte-drapeau de la Catalogne. Sa devise, Más que un club, traduit bien ses ambitions sociales. Le club est géré par ses supporters, les fameux socios. Ils votent les grandes orientations stratégiques de leur équipe. Mais ce fonctionnement pseudo-démocratique a perdu de son authenticité. Car derrière cette image angélique, le Barça est un club comme les autres. En août 2013, il a cédé aux sirènes du foot business. Endetté à hauteur de 440 millions d'euros, il doit accepter le sponsor de Qatar Airways. Le Barça vend-il son âme au diable ? En tout cas, ces stars n'hésitent pas à se mettre en scène dans des spots publicitaires pour sceller son alliance avec la compagnie qatari. En 2013, c'est le très probe Léo Messi qui est mis en examen pour fraude fiscale. Lui et son père auraient falsifié des déclarations de revenus pour éviter de payer des impôts sur les droits à l'image de l'attaquant. Le joueur nie ces accusations sur Facebook. Il finit tout de même par verser 5 millions d'euros au fisc espagnol. Et le calvaire continue. Le transfert douteux de Neymar a précipité la démission de l'ancien président du club, Sandro Rosell, en janvier dernier. Ça a été un honneur de servir le Barça. Ça a été un privilège d'être président du Football Club Barcelone. Je souhaite le meilleur au nouveau président et je demande aux membres de le soutenir pleinement. La dernière crise concerne le transfert de joueurs mineurs. Entre 2009 et 2013, 10 footballeurs de moins de 18 ans ont joué pour Barcelone. Une faute grave sanctionnée par la FIFA. Le Barça est privé de transfert de joueurs pour la saison 2014-2015. Cette affaire lève le voile sur les méthodes de recrutement discutables du Masia, le centre de formation du club qui a formé des légendes, Piqué, Puyol, Iniesta. Mais Barcelone a décidé de faire appel. No es toca la Masia. Pas touche à la Masia. Nous allons nous battre contre cette condamnation et cette punition sévère que la FIFA veut nous infliger. Nous nous battrons jusqu'au bout car ce système fonctionne depuis 35 ans. Il est à la base de ce club, le leader dans le monde du football depuis une décennie. Malgré les polémiques, les Barcelonais feront tout pour rester l'une des plus grandes équipes du monde.
Allez, c'est l'heure de notre tour du monde, des images sportives les plus impressionnantes de la semaine. On décolle tout de suite pour la Nouvelle-Zélande. Le pilote allemand Martin Smolinski a gagné les premiers tours du championnat du monde de motocross à Auckland. Le vétéran des pistes, Greg Hancock, n'a pas réussi à se démarquer. Le jeune Munichois de 19 ans sort vainqueur. Il a su déployer tous ses talents. On continue avec du cricket. Le Sri Lanka a gagné le titre World 20 contre l'Inde. Pourtant, les Sri Lankais ont des mauvais moments, ont vu des mauvais moments au début de la rencontre. C'était le dernier match de la carrière de deux légendes de l'équipe, Jaya Warden et Sangakkara. Ils prennent leur retraite avec un joli triomphe. Et puis on part en Égypte, au Caire. C'est un sport dont on parle peu. Le pentathlon, escrime, tir, natation, marathon, une discipline pour le moins complète. C'était le second tour de la Coupe du Monde et chez les femmes, Laura Asadoskait l'emporte. Chez les hommes, c'est Ricardo De Luca qui arrive premier. Allez, on part en Italie après le marathon de Paris. C'est Milan qui a accueilli sa propre course. 4500 participants pour cette édition qui s'est déroulée sur une chaleur accablante. Une victoire 100% kenyane avec Francis Kiprok chez les hommes et Viciline Jepkecho chez les femmes. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien bon pied, bon oeil demain pour de nouvelles aventures sportives.